Salut et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière parce que je ne vais pas vous parler d'un film. Comme je sais que tu sais lire, tu as vu que c'était le lexique du cinéma de Hong Kong. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques termes qui concernent spécifiquement l'industrie du cinéma de Hong Kong. Je ne vais pas prendre beaucoup de mots, je vais juste prendre quelques-uns mais qui me semblent essentiels et ainsi ça m'évitera dans chaque vidéo de refaire un petit rappel. J'espère que cette vidéo apprendra certaines choses à ceux qui n'y connaissent rien et peut-être même qu'elle leur donnera déjà envie de creuser la chose. Et pour ceux qui connaissent déjà tout ça, eh ben tant mieux. J'ai fait un choix restreint de termes juste pour vous guider un tout petit peu. Alors c'est parti. Numéro 1, Hong Kong. Et oui, avant de vous parler de l'industrie du cinéma local, il faut quand même que je vous parle un petit peu de la ville de Hong Kong. La ville de Hong Kong est donc une ville chinoise qui fut pendant très longtemps une colonie anglaise. Étant une colonie anglaise, elle avait donc des lois anglaise, ce qui lui a permis de développer un cinéma différent de celui qui était développé en Chine centrale, et donc de toucher à certains sujets et d'une certaine manière qui n'étaient pas autorisés pour les autres Chinois. Précisons tout de même que depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine, donc que les Anglais ont rendu Hong Kong à la Chine centrale, le cinéma de Hong Kong a un petit peu de la peine à exister tel qu'il était à l'époque. De nos jours, ils ont vraiment du mal à gérer cette double influence, c'est-à-dire leur passé et en même temps ces lois chinoises actuelles. 2. Le cantonais. La Chine, c'est un grand pays. Si, je vous jure. Si, promis juré. Et par conséquent, c'est un pays qui contient plusieurs langues. Et pour être tout à fait honnête, les personnes en Chine ne se comprennent pas entre elles selon les différentes régions. Heureusement, historiquement parlant, il y a une version écrite qui a été imposée pour toutes les différentes langues, ce qui veut dire que les Chinois entre eux communiquent surtout par l'écrit. À Hong Kong, on parle la langue qui est le cantonais. Je rappelle que le chinois, la langue officielle en Chine, c'est le mandarin. Mais comme je dis, pas tout le monde ne comprend le mandarin. À Hong Kong, on parle surtout, comme j'ai dit, le cantonais. Numéro 3, le titre international. Pour les raisons évoquées précédemment, les films de Hong Kong sont souvent sous-titrés en chinois et en anglais. En chinois, justement parce que par l'écrit, tous les Chinois peuvent le comprendre, quelle que soit la langue qu'ils parlent, et en anglais parce que c'est une colonie anglaise, et il me semble même qu'il était écrit dans les lois que les films devaient être sous-titrés en anglais. Cela a évidemment permis l'expansion de ce cinéma à travers la Chine, mais aussi à travers les différents Chinatown à travers le monde, et grâce aux sous-titres anglais, et bien tout simplement de trouver un public plus large de personnes qui ne sont pas chinois. Il en va de même pour les titres de films. En effet, à Hong Kong, lorsqu'un film sort, il a un nom chinois et un nom dit international. Ce nom international est en anglais. Quand vous voyez un titre de film chinois, normalement vous voyez toujours ces deux choses, le titre chinois en grand et le titre anglais écrit en petit. Précisons tout de même que le titre anglais n'est pas une traduction du titre chinois. L'avantage de ce titre international, c'est qu'il a été choisi par les producteurs, par le réalisateur, afin de distribuer le film à l'international. Il est considéré par beaucoup de fans à travers le monde comme étant le titre original, même si ce n'est pas tout à fait vrai, puisque comme j'ai dit, le titre original est en chinois. Dans cet exemple, le titre chinois pourrait se traduire par « Le grand héros ivre ». Le titre international est, comme vous pouvez le voir, « Come drink with me », qui signifie en anglais « Viens boire avec moi ». Ces deux titres n'empêchent cependant pas les distributeurs et les éditeurs des différents pays à travers le monde de changer le nom. Ainsi, ce même film s'appelle en France « L'Hirondelle d'or », qui est d'ailleurs, je profite pour le dire, un classique du studio Shaw Brothers. Numéro 4, la Shaw Brothers. La Shaw Brothers fut fondée en 1958, et jusqu'aux années 80, ce studio était juste le plus grand studio du cinéma de Hong Kong. C'est grâce à eux qu'on a eu droit aux fameux films de kung-fu qui ont déferlé dans le monde, dans les cinémas de quartier à l'époque. Précisons tout de même que la Shaw Brothers ne faisait pas que des films de kung-fu, ils faisaient évidemment tout type de films, des polars, des comédies musicales, etc., etc. Numéro 5, la Golden Harvest. La Golden Harvest est un concurrent de la Shaw Brothers qui a été créé fin des années 60, toute fin des années 60, et qui fut le studio qui prit plus ou moins la relève de la Shaw Brothers en trouvant les nouvelles perles du cinéma de Hong Kong. On peut compter parmi leurs acteurs phares des gens comme Bruce Lee ou encore Jackie Chan. Bref, des petits nuls, des petits merdeux qui n'ont rien fait de bien de leur vie. 6. La Film Workshop. La Film Workshop est un studio qui a été créé par le réalisateur Tsui Hark, considéré comme le pape du cinéma de Hong Kong. Le monsieur, en tant que réalisateur, a vraiment réalisé des perles qui ont révolutionné le cinéma de Hong Kong et par ricochet le cinéma mondial. Il est aussi producteur, puisqu'il a justement créé son studio, et il était connu pour être très tyrannique. Il n'empêche que la Film Workshop a sorti bon nombre de très grands films de grande qualité qui ont beaucoup influencé le cinéma, comme j'ai dit, mondial, et évidemment les spectateurs. 7. Le Kung Fu.
Il est admis en Occident, en Europe, chez nous, que Kung Fu est un style d'arts martiaux chinois, voire même les arts martiaux chinois s'appellent Kung Fu, etc. Alors c'est pas tout à fait vrai. Je précise que Kung Fu, à la base, signifie ce que vous avez réussi à maîtriser. Par exemple, si vous avez fait des études de droit et vous êtes avocat, votre Kung Fu, c'est le droit. C'est la chose que vous maîtrisez. Si vous êtes cuisinier, votre Kung Fu, c'est la cuisine. Si vous êtes quelqu'un qui pratiquait les arts martiaux traditionnels chinois, eh ben votre Kung Fu sera les arts martiaux traditionnels chinois. Évidemment, chaque école d'arts martiaux chinois a différents noms. Les plus connus actuellement, c'est par exemple le Wing Chun, il y a le Hung Gar, il y a plusieurs styles, etc., etc. Kung Fu ne signifie pas art martial chinois. Cependant, comme il est admis chez nous que Kung Fu signifie arts martiaux, dans les sous-titres des films, vous verrez souvent le terme Kung Fu utilisé pour désigner les arts martiaux chinois. Qui plus est, alors là, s'il y a des experts dans la salle, je compte sur vous, il me semble que le terme Gong Fu en cantonais signifie en effet arts martiaux chinois. Ce qui complique un petit peu la chose quand même. Pour la petite histoire, le vrai terme qui désigne l'ensemble des arts martiaux chinois est le terme Wushu. Mais Wushu est actuellement surtout utilisé pour parler des arts martiaux chinois modernes, à tendance sportive, donc avec des jolies cascades, des sauts périlleux, des déséquilibres, et l'aspect combat sportif et non pas l'aspect traditionnel. Généralement, quand on parle d'arts martiaux traditionnels, on cite simplement le nom de l'école, c'est plus simple et plus rapide. 8. Le Kung Fu Pian. Voilà, maintenant que vous savez ce qu'est le Kung Fu, donc on a dit qu'au niveau du cinéma on va parler d'arts martiaux, Kung Fu Pian ça veut simplement dire le film d'arts martiaux de Hong Kong. À travers le monde, s'il y a une industrie qui a marqué ce genre de film, c'est le cinéma de Hong Kong. Toutes les autres industries du monde essayent d'imiter le cinéma de Hong Kong. Alors c'est pas tout à fait vrai, par exemple le Shambara japonais a pas mal d'avance, etc., est assez spécifique. Mais en règle générale, par exemple aux États-Unis, quand ils ont fait des scènes de baston, ils essayaient d'imiter le cinéma de Hong Kong, que ce soit, je sais pas moi, Mortal Kombat, ou voire même quand ils ont coproduit avec la Golden Harvest, Opération Dragon, ou même Matrix, Kill Bill, tout ça, même si Kill Bill est aussi influencé par le cinéma japonais, c'est le cinéma de Hong Kong qu'on vise. Précisons tout de même que même si dans un film de Kung Fu, un Kung Fu Pian, les personnes utilisent un autre art martial qui n'est même pas chinois, peut-être un truc coréen ou thaïlandais, ça n'empêche pas que ça reste un Kung Fu Pian. Kung Fu Pian, c'est film d'arts martiaux, d'accord? Film d'arts martiaux de Hong Kong, mais en règle générale, film d'arts martiaux. À partir du moment où les gens se battent en imitant le cinéma de Hong Kong, c'est un Kung Fu Pian, ne rentrons pas dans les débats. Kung Fu Pian, film de Kung Fu. Numéro 9, le Wuxia Pian. Alors là, c'est là où ça se gâte, et il ne faut pas confondre le Wuxia Pian et le Kung Fu Pian. Pendant très longtemps, je les ai confondus, et c'est pas un problème, j'ai quand même réussi à aimer les films. Mais il est vrai que plus on connaît le genre, plus on se rend compte que c'est différent. Le Wuxia Pian, c'est quoi? C'est le film de cap et d'épée à la chinoise. Le Wuxia Pian est à la base un genre littéraire. Parmi les œuvres cultes qui sont à la base de ce genre-là, nous avons les classiques, les grands classiques chinois, comme par exemple Au bord de l'eau. Au bord de l'eau, qui je rappelle qu'en japonais, bien que ce soit un livre chinois, en japonais se dit Suikoden, donc ceux qui sont fans de la saga RPG sur console, c'est tiré de ce livre-là. Parmi les autres œuvres classiques très connues, on peut citer le célèbre Trois Royaumes, souvent adapté en jeu vidéo et en film par John Woo, c'est une œuvre assez connue. Le Wuxia Pian est évidemment un genre classique, mais aussi un genre qui s'est développé puisque c'est de la lecture populaire, comme par exemple celui-ci. Celui-ci est un grand classique écrit par Jin Yong, qui est considéré comme un énorme écrivain, j'allais dire réalisateur, un énorme écrivain de littérature wuxia. Donc, je le disais, le Wuxia Pian, c'est le film de cap et d'épée à la chinoise, avec toutes ses caractéristiques. Quand on dit film de cap et d'épée, on pense au film de chez nous. D'ailleurs, dans les sites américains, on va plutôt vous parler de western chinois. Et le western, ça correspond à certains codes. Il faut comprendre qu'on dit ça pour simplifier, mais en réalité, c'est un genre typiquement chinois qui obéit à des codes chinois. Ainsi, si vous avez vu certains films comme par exemple Tigre et Dragon, vous avez vu que les personnages, ils sont capables de sauter 4-5 étages comme ça, ils sont capables de voler. Et bah oui, parce que ça fait partie des caractéristiques du cinéma chinois. Je me souviens qu'à la sortie de ce film, beaucoup de gens rigolaient. Ils disaient « Oh, c'est quoi ce film ?» C'est que vous ne comprenez pas le film que vous êtes en train de voir. C'est un genre dans lequel ça se passe comme ça. Si je vous dis western italien et vous me dites un étranger qui débarque dans un village que personne connaît et puis ça finit par un duel face à face au soleil, ben je vous dis c'est un western italien. Voilà. Alors que le Kung Fu Pian, lui, se passe généralement à une époque précise, c'est-à-dire on arrive à situer l'endroit et le moment, même pour un film récent, ça peut être un film d'arts martiaux urbains, le Wuxia Pian, lui, se passe généralement à une époque difficilement définissable, parce que le Wuxia Pian se passe dans ce qu'on appelle couramment le Jianghu. Numéro 10, le Jianghu. Jianghu signifie littéralement rivières et lacs, et pour être simple, ça signifie le monde.
Ils ont vécu à travers les rivières et les lacs, donc ils se sont déplacés sur le monde des aventuriers. Généralement, on traduit Jiang-Hu par le monde des arts martiaux. C'est un peu compliqué, mais c'est une traduction qui vous met dans ce monde-là, ce monde qui n'est pas réel. Si vous voulez, on est proche de l'idée d'Heroic Fantasy. Vous prenez le Seigneur des Anneaux, c'est technologiquement plus ou moins proche de l'époque médiévale européenne, mais ce n'est pas l'époque médiévale européenne. Dans le Wuxiapian, et donc dans le Jiang-Hu, il peut y avoir parfois des créatures surnaturelles. Les choses qui reviennent le plus souvent sont les différents clans, par exemple les plus connus étant Shaolin, Wu-Tang, il y a aussi les mendiants, il y a aussi Hermei, et nous sommes donc dans cet univers qui permet aux choses de se passer. Cet univers qui a ses propres caractéristiques, cet univers de guerriers errants. Définition de Wuxia, d'ailleurs, au passage. Numéro 11, le Heroic Bloodshed. Fini les arts martiaux, maintenant on revient à quelque chose de plus contemporain, puisqu'on va parler de gunfight, donc de fusillade. C'est un terme qui a été utilisé par les anglo-saxons pour parler des films de John Woo. Les films de John Woo, qui sont d'ailleurs très inspirés de Wuxiapian, mais transcrits dans le monde actuel, finissent par ce qu'on appelle un bain de sang héroïque, un Heroic Bloodshed, parce qu'à la fin on tue beaucoup de monde, ça tire dans tous les sens, il y a du sang partout, et les héros finissent généralement dans un sale état. Ce genre de scènes ont été en réalité repris du réalisateur Chuang Tze, qui était un spécialiste du Wuxiapian et du Kung Fu Pian. Numéro 12, la catégorie 3. La 4-3 pour les intimes, c'est un peu comme un film X. Alors on se calme tout de suite, film X dans le sens film violent, film interdit aux moins de 18 ans. Les catégories 1 et 2, je sais même pas à quoi ça correspond et personnellement on s'en fout un petit peu. L'important c'est que la catégorie 3, elle, est interdite aux moins de 18 ans. Et de par ce principe-là, en fait c'est devenu un genre à part entière où les réalisateurs se sont lâchés et ont fait des folies, des choses un peu tarées avec des tueurs en série, des trucs comme ça. Et du coup, ce label est devenu pratiquement un genre en lui-même. Voilà. Bon bah c'est tout pour ce petit lexique qui est juste vraiment un petit truc d'introduction. Je compte revenir et parler de cinéma de Hong Kong prochainement, j'espère qu'il vous sera utile, ça me permettra d'éviter de répéter certaines choses. N'hésitez pas à le compléter en bas si vous avez des idées, n'hésitez pas à dire plus de choses. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo pour parler de cinéma, et si possible de cinéma de Hong Kong. Ciao!